Votre histoire, aujourd'hui, c'est celle de l'usine LVMH du Texas et de ses mauvaises performances. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une certaine image, Donald Trump et Bernard Arnault, côte à côte. On va la voir s'afficher, cette image, visitant une usine, inspectant ensemble la confection des sacs Vuitton. Vous voyez apparaître quelques modèles là devant vous sur ces images. Alors moi, je me souviens pas du tout de ces images. Donc c'était lors du premier mandat de Trump. C'était il y a quelques années quand même, Magali. Okay. Lors du premier mandat de Donald Trump, c'était le jour de l'inauguration de cette usine LVMH d'Alvarado, non loin de Dallas, le 17 octobre 2019. Une usine en territoire texan, donc, mais baptisée d'un patronyme français, Rochambeau, du nom d'un général du XVIIIe siècle ayant combattu dans la guerre d'indépendance américaine. Bref, l'ambiance, on vient de le voir sur les images, était au partenariat et les deux hommes avaient l'air très satisfaits. On écoute. Grâce à cet exercice d'expansion, nous créerons environ 1000 emplois hautement spécialisés ici à Rochambeau au cours des 5 prochaines années. Chaque portefeuille, sac à main et bagage produit ici dans le comté de Johnson sera fabriqué à la main et portera les symboles d'excellence enviés dans le monde entier. Les produits seront estampillés Made in the USA. Made in the USA. 2019, ça. 2019, bonne ambiance. 5 ans et demi plus tard, le site n'emploie que 300 travailleurs et il n'est pas certain que l'excellence soit toujours au rendez-vous. C'est l'agence Reuters qui le révèle. Regardez, dans une enquête pour laquelle elle a recueilli le témoignage d'anciens employés de Louis Vuitton. Selon ces derniers, Rochambeau est finalement devenu l'un des sites les moins performants de la marque dans le monde, sous-performant significativement, je cite, les autres. Même l'actuel directeur industriel de Louis Vuitton, Ludovic Pochard, le confirme. Interrogé par Reuters, il reconnaît « La montée en puissance a été plus difficile que nous ne le pensions ». C'est vrai. Mais c'est-à-dire, ça se traduit comment ? A priori, c'est un problème de savoir-faire. Il faut savoir que la plupart des sacs Vuitton sont toujours fabriqués en France, qui compte 19 ateliers. Le site de Rochambeau manque de travailleurs qualifiés capables de produire selon les normes de qualité exigées par l'enseigne. Sur place est notamment fabriqué le sac Neverfull que vous allez voir. Regardez, vous le reconnaissez, j'imagine. Oui, un grand classique de la marque, souvent monogrammé et vendu à partir de 1 500 € dans les boutiques françaises. Il a fallu des années aux employés du Texas pour commencer à fabriquer les simples poches du sac à main Neverfull, poches que vous voyez ici à l'image, si on regarde bien, a témoigné une source auprès de Reuters. Plus généralement, le personnel semble avoir du mal à manier le cuir. L'enquête révèle que les erreurs commises lors des processus de coupe, préparation, assemblage ont entraîné le gaspillage de jusqu'à 40% des pots, alors que dans la profession, dans le secteur, le chiffre communément admis, c'est 20%. Donc c'est le double. Mais double. Est-ce que ça veut dire que les sacs Louis Vuitton, donc fabriqués au Texas, sont de moins bonne qualité ? Le directeur industriel assure que non, que de toute manière, Vuitton ne peut pas transiger sur la qualité. Mais un ancien employé a raconté aux journalistes de Reuters qu'il avait vu des personnes fondre du tissu pour cacher des trous dans les coutures. Et l'enquête révèle que certains sacs ne sortent pas du tout. En fait, des modèles mal conçus, jugés impropres à la vente, qui sont déchiquetés sur place, transportés en camion pour être incinérés. Incinérer des sacs Vuitton à 1 500 $. Un peu mal. Oui, un petit peu, ouais. Là aussi, l'entreprise reconnaît l'existence d'un problème, cette fois par le biais de son directeur de la fabrication internationale. Il s'appelle Damien Verbridge. Il y a des artisans qu'on embauche, qu'on forme et qui, après plusieurs semaines ou mois, se rendent compte, à la lumière des attentes, du niveau de détail qui est requis, qu'il préférait travailler dans d'autres domaines comme la logistique, dit-il. Il assure pourtant que la formation dispensée à Rochambeau est strictement la même que dans tous les autres ateliers du monde. Oui, ils sont obligés. Mais comment les LVMH comptent remédier au problème alors ? Visiblement, persévérant, le directeur industriel explique que l'entreprise est, je cite, patiente avec une jeune usine. Bon, et la situation n'a pas l'air de fâcher le groupe avec le Texas. Il faut dire qu'en s'y installant, LVMH aurait obtenu, selon Reuters, une réduction de 75% de son impôt foncier sur 10 ans. Un deuxième atelier sur le site de Rochambeau a été achevé l'an dernier. La marque possède aussi 2 sites de production en Californie, ouverts pour l'un en 1990, pour l'autre en 2011. Elle aurait l'intention de transférer au moins l'un d'entre eux à Rochambeau, au Texas. L'idée serait de faire venir les artisans qualifiés qui travaillent depuis longtemps pour LVMH, pour Vuitton, sur le site de Rochambeau. Mais ce n'est pas si simple et là aussi, quelques difficultés sont rencontrées. Nous avons sous-estimé le fait que le Texas est loin de la Californie, reconnaît
le directeur industriel de la marque. Il y a quelques petits problèmes. Avant de partir à Washington, Michel Derzanski, est-ce que ça vous étonne ? Je ne suis pas étonné parce que être ingénieur en textile aujourd'hui, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est pas ce qui est le plus attrayant. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'ingénierie derrière pour pouvoir former ces employés qui doivent avoir une très grande dextérité. Après, ce qui est étonnant, c'est la façon dont LVMH, qui a quand même une très grande expérience en ce domaine, n'ait pas anticipé le fait que sur place, il faudrait, du transfert de compétences, ça je pense qu'ils l'ont anticipé, mais que ce transfert de compétences, visiblement, se heurterait à une incapacité peut-être pour ces ouvriers qui partaient de zéro, et donc il fallait un certain laps de temps pour qu'ils arrivent à cette exigence de qualité et de qualification. Et deuxièmement, que les personnes qui étaient sur place au Texas, ils vont gagner plus d'argent avec moins d'exigences en allant dans la logistique ou vers d'autres métiers. Et en fin de compte, ce qu'on connaît aujourd'hui avec LVMH dans cette sphère-là américaine, mais on l'a connu en France, on l'a connu un peu partout, où il y a une déshérence effectivement de ces métiers d'excellence, une déshérence des ingénieurs à aller dans ces filières, parce qu'effectivement, en logistique, en informatique, en intelligence artificielle, c'est là où vous avez le devenir de demain, et pas forcément là. Exactement. Et que là, ça demande aussi une tradition, et qu'il n'y a pas de tradition de cette excellence particulière aux États-Unis. Et donc, ça voulait dire que LVMH aurait dû, se projeter et se dire, il faut que j'amène des qualités françaises sur place. Ça fait un surinvestissement. Et là, ils ont peut-être péché à ce niveau-là, mais je pense qu'il faut leur faire confiance. C'est quand même un très grand groupe. Ils sont en capacité de relever le défi. LVMH, oui. Après, mais je ne suis pas étonné. On va parler des ambitions, parce que Donald Trump, en la matière, a des ambitions. Et il l'a encore montré cette semaine avec ses droits de douane. L'objectif, c'était de réindustrialiser. Oui, et c'est là où je voulais en venir. C'est que la réindustrialisation promise par Donald Trump, on le voit avec l'exemple LVMH, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qui ne sont pas interchangeables et qu'on ne peut pas construire tout n'importe où, parce qu'il y a un savoir-faire et il y a en effet une main-d'œuvre qualifiée que l'on ne retrouve pas partout aux États-Unis. Et c'est aussi là-dessus que pêche finalement le projet de Donald Trump, même si on comprend la volonté de refaire venir les usines aux États-Unis, réindustrialiser l'Amérique. Le problème, c'est qu'avec la mondialisation, chaque pays s'est spécialisé dans certaines choses. On a vu exactement la même chose avec l'entreprise de microprocesseurs taïwanaise, TSMC. Joe Biden a commencé le premier parce qu'il voulait une réindustrialisation et aussi rapatrier cette compétence sur le sol américain. Certaines usines ont été ouvertes, mais il fallait des ingénieurs taïwanais parce qu'aux États-Unis, on ne savait pas faire. Donc il faut ce passage de relais. Tout ça prend énormément de temps. Allez, on part à Washington. Olivier Piton nous attend. Bonjour, avocat en droit français, notamment et en droit américain. Est-ce qu'il y a un problème de main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis ? Alors, avant toute chose, il faut en profiter pour rendre hommage pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de visiter l'un des ateliers à Paris de LVMH, de saluer la qualité absolument exceptionnelle des personnels qui travaillent pour LVMH en France. Et comme cela a été rappelé fort justement sur votre plateau, la qualité qui est demandée, la pluralité des qualités qui sont demandées d'ailleurs pour réaliser ce type de travail est absolument exceptionnelle et on voit bien que l'exportation n'est pas aussi facile que cela. Donc ça vaut toujours le coup en période de French bashing de rappeler un petit peu la qualité absolument exceptionnelle de ces personnes qui travaillent au sein d'LVMH. Deuxièmement, oui, tout ce qui a été dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que il y a des difficultés à pouvoir exporter à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, un savoir-faire qui est d'abord une tradition, qui se transmet souvent d'ailleurs dans les familles. J'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec un certain nombre de personnels sur place. Donc il y a une sorte de savoir-faire de qualité, je dirais presque familiale. Puis deuxièmement, il faut aussi parler du coût, c'est-à-dire que le coût horaire, le salaire horaire au Texas, le salaire minimal est de $7,5 à peu près. Là, on est monté entre 12 et $17 de l'heure, mais ça reste quand même extrêmement bas.
ça reste quand même extrêmement bas. Et donc, effectivement, ça a été dit, on a tendance à attirer des personnels qui n'ont pas les qualités requises ou qui n'ont peut-être pas la motivation requise aussi pour pouvoir réaliser ce type de travail d'extrême qualité. Quant à la réponse de... Oui, je vous en prie. Est-ce que Donald Trump, a les moyens de son ambition, alors, quand il dit qu'il faut réindustrialiser ? Alors, c'est là qu'on arrive à l'autre bord, je serai un tout petit peu plus circonspect, c'est-à-dire que le cas LVMH est un cas tout à fait exceptionnel de par la qualité du travail qui est effectué et de par les produits de luxe qui sont vendus. Fort heureusement pour Donald Trump, l'ensemble des usines ou des catégories d'activités qui souhaitent, pour des raisons fiscales, émigrer aux États-Unis et fabriquer aux États-Unis n'ont pas ce degré de compétences et de demande. Donc on peut estimer, on verra à l'usage, si la demande de réindustrialisation voulue par Donald Trump portera ses fruits, mais incontestablement, et vous avez raison, là on atteint une limite. C'est-à-dire que dans un cas de savoir-faire aussi important, eh bien effectivement, que ce soit au Texas ou en Californie, puisqu'on veut ramener des personnels plus qualifiés de Californie vers le Texas, il y a peu de chances qu'on change grand-chose. 40% des sacs produits dans l'usine du Texas sont, je vais employer le mot comme ça, bons à jeter, c'est-à-dire non utilisables à la vente, au prix qui sont normalement les prix fixés pour l'achat de ce type de produits. C'est assez spectaculaire. Sur cette politique de Donald Trump, est-ce qu'il n'y a pas des incohérences ? Parce qu'au moment où il appelle les entreprises à venir s'installer aux États-Unis, au moment où il veut réindustrialiser le pays, il a besoin de main-d'œuvre. Et en même temps, il expulse des centaines et des centaines d'immigrés. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut coincer ? Oui, d'ailleurs, le patronat a toujours été fondamentalement favorable à une part de souplesse dans l'immigration, y compris l'immigration illégale, y compris au Texas et dans le sud des États-Unis, bien évidemment, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre en général pas trop qualifiée. Là, on est dans un cas de figure qui est complètement différent, évidemment, avec LVMH, et on voit bien les limites. Mais oui, le patronat est circonspect face à l'offensive anti-migration qui est mise en place par Donald Trump pour des raisons purement mercantiles. Et le problème va se poser lorsqu'effectivement, ça n'est pas le cas actuellement, mais lorsqu'effectivement le patronat ou un certain nombre de secteurs commenceront à reconnaître qu'ils ont des carences et qu'il leur manque de la main-d'œuvre possible. Juste 30 secondes, on s'est terminé. Vous n'avez pas trop le tournis ce matin aux États-Unis. C'est quoi l'état d'esprit après le revirement de Donald Trump ? Très vite. Complètement le tournis, mais je ne suis pas le seul. L'ensemble des acteurs du monde économique avec lesquels je discute ont cessé d'essayer de suivre le tombeau roulant. Ils attendent de voir la fin de la pièce pour essayer de décider si elle est bonne ou pas. Mais actuellement, personne ne sait exactement ce qui va se passer, même pas demain, mais ce qui va se passer dans quelques heures.